Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Boss, le rendez-vous des patrons et des patronnes. Je suis ravie d'accueillir Philippe Barret aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général d'Apicil, donc 3e groupe de protection sociale. Alors, première séquence de cette émission, on va avoir ce qu'on appelle David rencontre Goliath et vous allez faire face à une start-up. On parlera un peu de vos sujets communs. Ensuite, on aura la séquence en coulisses où là, on parlera plutôt de votre parcours et de votre quotidien de dirigeant. Et on terminera par l'interview chrono, qui est une série de questions-réponses très rapides. Très bien. Merci encore d'avoir accepté l'invitation et on peut tout de suite passer à la séquence David rencontre Goliath. Donc la start-up qui va vous faire face, c'est Eco-Essence, donc spécialisée dans le bien-être des salariés. Donc je suis ravie d'accueillir cette directrice générale, Marina Benomar. Bonjour. Bonjour Charlie, bonjour Philippe, enchantée, ravie d'être sur ce plateau avec vous. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors est-ce que vous pouvez dire un petit peu ce qui se cache derrière, bien-être des salariés? Qu'est-ce qu'en gros vous proposez? Bien sûr. Donc chez Eco-Essence, nous on est spécialisé dans la prévention santé des salariés et on propose un parcours d'accompagnement très complet avec de la formation, du coaching directement en entreprise, un coffret sur mesure de produits bio, compléments alimentaires, et une application de suivi des besoins sur 1 an. Et notamment l'application qu'on est en train de faire, elle va permettre de créer en quelques clics une centaine de coffrets sur mesure pour les salariés. Donc ça, c'est tout un paquet, je comprends, c'est ça? Exactement, c'est vraiment un suivi parce qu'on estime que la prévention santé, c'est un sujet très important en France. Aujourd'hui, le coût de l'absentéisme, il est de 25 milliards par an, 3 500 € par salarié. Et on a vraiment envie de proposer une solution complète parce qu'il y a un réel besoin aujourd'hui. Philippe, est-ce que vous connaissiez Eco-Essence? Pas du tout, j'ai découvert je découvre là, effectivement. Par contre, je trouve le concept très, très original, parce que la prévention en entreprise, c'est aussi un peu notre cœur de métier en tant qu'assureur et puis amenant des services à nos entreprises clientes. Et on le fait plutôt sur des aspects immatériels, c'est-à-dire des réflexions sur l'organisation, sur des actes de prévention plus généraux, comme la lutte contre les addictions, les postures, etc. Et c'est la première fois, effectivement, que je rencontre quelque chose qui est matériel. Donc je trouve ce côté-là très, très, très intéressant, très innovant. Et est-ce que, Marina, il y a eu un intérêt un peu plus fort là, pour cette question du bien-être des salariés depuis le Covid ? Ah oui, totalement. Voilà, on est rentré vraiment dans cette thématique. Le Covid, je pense que ça a permis de briser certains tabous en entreprise concernant les maladies au travail, concernant l'empathie qu'on peut avoir envers ses collaborateurs et d'ouvrir un petit peu la parole sur ces sujets. Après, il y a une vraie volonté des entreprises aussi d'avoir une marque employeur très dynamique pour les nouvelles générations de l'emploi, d'attirer les talents, pas juste avec des missions, mais aussi avec un écosystème et une culture d'entreprise bienveillante et qui prend soin de la santé de ses collaborateurs. Donc ça, c'est un vrai sujet depuis le Covid. Et je pense qu'en fait, ça existait même avant, mais la prise d'action, elle s'est vraiment accélérée. Nous, on l'a vu, on a fait 2 salons Préventica l'année dernière à Paris et à Toulouse, et on a pu rencontrer les décideurs, et c'est vrai qu'ils ont vraiment, vraiment envie de mettre en place des stratégies complètes au niveau RSE. Vous en avez, vous, des stratégies comme ça, de ce type chez Apicil? Oui, tout à fait. Je confirme, il y a 2 choses très différentes depuis le Covid, qui, je pense, sont liées au changement des modes de travail. Donc, la première, c'est l'explosion des arrêts de travail pour cause psychique, qui sont maintenant majoritaires, alors qu'avant, c'était plutôt, encore une fois, le cancer, les problèmes mécaniques. Et la deuxième, et celle-là je la relie aussi directement au Covid, c'est le fait que ce sont les managers qui sont plus souvent, les managers sont plus souvent en arrêt de travail qu'avant, et je pense que c'est lié justement à la nouvelle difficulté qu'ils peuvent rencontrer de manager à la fois en présentiel, en distanciel et dans des modalités qui sont quand même assez différentes. Et donc du coup, oui, la plupart des entreprises, avec en plus les difficultés de recrutement actuelles, vont toutes, pour des raisons de marque employeur ou pour des raisons tout simplement de fonctionnement, vers cet engagement
d'offrir toujours plus à leurs collaborateurs pour les fidéliser, pour les attirer. Et les entreprises se posent encore la question, là même en période un peu d'inflation, où justement on essaye plutôt de réduire un petit peu les coûts par-ci par-là. En fait, investir dans les budgets de formation où il y a plusieurs types de budgets, ça peut être dans le service RSE ou via les CSE pour nous, sur la partie produit. En fait, c'est diminuer le coût lié à l'absentéisme. Donc, c'est un peu ce ratio-là. Au final, ils gagnent quand même de l'argent. Après, il y a deux types d'acteurs, en fait. Il va y avoir de nombreuses problématiques, nous, dont qu'on nous rapporte au quotidien. Mais il y a des acteurs qui sont prêts à activer l'action, le levier et dire, ça y est, on veut changer complètement notre stratégie et on a besoin de vous. Et il y en a d'autres qui se posent la question, mais qui n'ont pas encore ce réflexe de passer à l'action. Je dirais qu'on est sur deux temps en France. D'accord. Et alors là, tu fais beaucoup nutrition, coaching, etc. Oui. Mais est-ce que le bien-être, ça passe pas aussi, Philippe, par un peu l'inclusion, les questions de diversité aussi? Bon, ça passe surtout par une bonne protection sociale, je tiens à le dire. Oui, une entreprise, c'est une collectivité humaine. D'ailleurs, je pense que c'est une des dernières collectivités humaines qui fonctionne vraiment, c'est-à-dire dans lesquelles les gens s'investissent pour un projet, pour des choses communes. Et effectivement, pour faire ça, il est nécessaire d'attirer, donc d'inclure. Et en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on le conçoit, c'est l'inclusion ou la diversité, parce que c'est un petit peu la même chose. C'est finalement d'avoir des compétences, des talents qui sont différents. Et c'est plus il y a de différences, plus il y a de richesse. Et donc, plus l'entreprise va être performante à la fin. Voilà. Donc, c'est à la fois une bonne action, mais en même temps une action rentable, si je puis dire. C'est aussi des sujets sur lesquels que vous regardez un petit peu. Bien sûr, nous c'est clairement dans notre ADN. C'est-à-dire que, alors on est une start-up, donc on est 4, voilà, on n'est pas beaucoup encore, mais on est vraiment dans la diversité dans mon équipe. Moi je suis franco-marocaine, une personne, une nationalité différente quasiment, donc on est très très ouvert par rapport à ça. Et je pense que l'ouverture à la culture, c'est aussi l'ouverture sur les sujets après humains et donc les valeurs communes liées à la santé et le bien-être tous ensemble. Donc oui, totalement. Ouais. Bon, 4, vous allez recruter un peu ou pas? Oui, on est en session de recrutement sur la partie tech et commerciale en ce moment. Et pour l'année 2024, on aimerait se déployer sur toute la France, toucher plus de 1000 salariés et pouvoir travailler notamment avec des groupes comme Happy Chill pour faire des partenariats solides et toucher encore plus d'entreprises. Voilà, le message est passé. Et reçu. Voilà. Merci beaucoup, Marina, d'avoir participé à cette émission. Merci. Et puis, on va pouvoir passer à la séquence en coulisses. Alors, vous avez fait une école d'ingénieur. Vous avez travaillé aussi, j'ai vu, comme économiste. Bon, après, on viendra sur tout votre parcours. Mais quelle facette, là, ingénieur, économiste, qui aide le mieux pour diriger une entreprise? Aucun. Aucun. Non, les ingénieurs, ça veut dire que je sais lire et compter, à peu près. Mais sinon, pour le reste, c'est plutôt... je pense que le management et diriger une entreprise, c'est plutôt quelque chose qu'on apprend en le faisant. Voilà. Donc, en tout cas... Dans mes études, il n'y a pas grand-chose qui me serve pour cette activité-là. Oui, c'est plus des soft skills qui ont été des... Voilà, acquises durement. Alors, j'ai vu, je parlais aussi économiste, parce que vous avez été économiste au ministère des Finances en Côte d'Ivoire. Alors, on parle surtout, nous, des parcours dirigeants. Alors, vous n'étiez pas dirigeant à ce moment-là, mais je trouvais ça intéressant d'en parler. Qu'est-ce qui vous a marqué? Parce que vous avez été quand même quelques années dans ce pays, c'est pas très courant. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui vous a marqué, que vous avez retenu de ces 5 années? Mais alors, beaucoup de choses, parce que ça a été très formateur dans mon parcours. D'abord, donc, je suis parti en Afrique comme volontaire du service national en entreprise, donc c'était à la place du service militaire. Donc, c'était en gros ma première expérience professionnelle autre que des stages ou des missions de courte durée. Et avec une idée de venir aider le continent africain. Donc ça, c'était l'idée. Et ensuite, ce que j'ai appris là-bas, c'est que je me suis débrouillé à faire beaucoup de choses tout seul, parce que c'était un environnement finalement dans lequel il y avait assez peu d'encadrement. Alors, la chose qui m'a
le plus marqué, parce que c'était quand même des environnements qui étaient un peu, on va dire, indigents sur le plan des outillages qu'on connaît, statistiques, qu'on connaît dans les pays développés. Donc mon boulot, c'était de faire les prévisions économiques et plus précisément de mesurer les impacts des politiques que la Banque mondiale ou le FMI imposaient à la Côte d'Ivoire en échange des prêts qui étaient accordés sur l'économie. Et donc mon travail était tellement bien fait qu'à la fin, c'est mes chiffres de prévision qui servaient pour faire la comptabilité nationale. Et donc du coup, à la fin, mes prévisions étaient toujours réalisées puisque c'était elles qui devenaient les vrais chiffres. Voilà, donc j'étais très satisfait de ça. Et au-delà de ça, de cet aspect un peu anecdotique, j'ai appris quand même à faire beaucoup de choses. Je me suis rendu compte aussi qu'il y avait des différences de culture très très importantes et entre l'idée que j'avais de venir apporter une aide et ce que les fonctionnaires ivoiriens du ministère des Finances attendaient de moi. Ils attendaient juste que je bosse, ils n'attendaient pas du tout que je vienne les aider ou leur amener des éléments civilisationnels ou que sais-je. Voilà, donc une expérience très formatrice sur se débrouiller et sur se confronter à une culture qui est très, très différente de la nôtre. Alors après, vous avez passé plus de 10 ans chez Malakoff Médéric, vous avez terminé poste de directeur général adjoint, vous êtes ensuite parti donc chez Réunica, directeur général adjoint, et donc après, là, depuis 13 ans chez Apicil. Est-ce que de passer comme ça, Malakoff, Réunica, Apicil, c'est à peu près la même chose ou c'est complètement des cultures très différentes ? Alors, c'est à la fois la même chose et à la fois très différent. Donc déjà, la même chose, c'est que dans tous les cas, on est dans l'économie sociale et solidaire et dans le paritarisme, c'est-à-dire la gestion par les organisations patronales et syndicales de la protection sociale des salariés. Ça, c'est le côté qui est la même chose et c'est finalement ce qui fait que je fais ce métier depuis plus de 30 ans, c'est le fait qu'on est dans des sociétés de personnes, donc avec un objectif qui n'est pas principalement le résultat. Le résultat est nécessaire, mais c'est pas l'objectif. On le fait, ce qu'on manie, c'est la vie humaine, puisque on va verser une rente d'invalidité, on va payer des capitaux d'essai, on va s'occuper du patrimoine des gens. Et c'est aussi une activité il y a du système d'information, mais quand même l'essentiel, c'est délivré par des personnes aussi. Voilà. Donc des fois je résume, c'est le triple H, c'est humain par la gouvernance, c'est humain par la matière, et c'est humain par la manière dont les services sont délivrés. Et ensuite, chaque entité a quand même sa culture qui est très spécifique, qui tient à pas mal de choses, notamment les clientèles qui sont servies. Et je dirais les caractéristiques propres à Apicil. D'abord, c'est une entreprise qui est lyonnaise. Les autres étaient parisiennes. Ça, c'est très important parce qu'il y a un substrat économique qui est derrière et qui est très puissant. Et puis, j'ai eu la chance d'être Goliath par rapport à la start-up, mais en réalité, dans le monde de notre activité, on est plutôt du côté de David. C'est-à-dire les autres sont plus gros que nous et on essaye de croître. Et ça ressemble à quoi un peu une journée, directeur général d'Apicil ? Est-ce que vous avez des habitudes ou pas ? Avant ou après le travail ? Allez, ou même pendant, c'est quoi un petit peu ? Je sais qu'il y a des dirigeants, ils se notent 3 choses à faire le matin. Non, moi j'ai pas de ce genre de choses. Il y a une grande part quand même, la part au global la plus significative de l'activité, c'est quand même tout ce qui est les conseils d'administration, parce qu'il y a beaucoup d'entités juridiques dans le groupe. Je crois qu'on est à 17 employeurs différents, donc autant de gouvernance distinctes. Ensuite, après, c'est le travail avec les équipes. Et puis, ensuite, c'est être à disposition, en fait, en fonction de ce qui se passe. Des urgences. et de là où il faut intervenir. Alors, vous dites souvent en interview que vous aimez la difficulté, les challenges. C'est ce qui est ressorti un petit peu. C'est quoi la dernière difficulté à laquelle vous avez fait face ?
Par exemple, la dernière acquisition là, sur laquelle on vient de communiquer, Alphéis, qui est une opération qui a pris à peu près 18 mois. Donc 18 mois d'échanges avec les autres actionnaires, de travail de conviction. Voilà. Donc effectivement, ce que je n'aime pas, c'est la routine. Et bon, je n'aime pas spécialement l'adversité, parce que quand ça se passe bien, c'est quand même plus simple. Mais c'est vrai que l'adrénaline de la difficulté, c'est quelque chose qui est important pour moi et qui me plaît quand on réussit à la fin. Et vous aviez racheté aussi une start-up l'année dernière, une fintech qui fait... Oui, Nalo. Donc, voilà, Nalo, Robot Advisor, c'était... Voilà, l'intégration, comment ça se passe quand on a une... Alors en fait, on a un modèle qui, je pense, est assez facilitant pour l'intégration. Ça, c'est une évolution d'organisation que j'ai impulsée il y a quelques années de ça. Avant, on avait une organisation qui était plutôt centralisée. C'est-à-dire, en gros, un gros GIE qui contenait tous les salariés qui travaillaient pour toutes les entités juridiques du groupe. Et on est passé plutôt à des business units, on va dire. Donc des entités qui sont chacune spécialisées et avec un centre qui est beaucoup plus restreint. Donc en fait, quand on fait une opération d'acquisition de manière générale, on rajoute un pétale à la marguerite et on accroche le pétale au pistil, si vous me permettez cette image approximative. Et donc c'est assez simple à faire. Et c'est un modèle qui permet de faire pas mal de croissance externe assez rapidement dans des domaines différents, parce qu'il y a juste à rimer. Mais il n'y a pas de fusion, il n'y a pas de transformation radicale. Voilà. Et comment est-ce que vous faites pour termes de recrutement, de rétention des talents? C'est une question que je pose à beaucoup de dirigeants. Et surtout, peut-être dans votre secteur, c'est peut-être pas forcément le glamour, voilà. Je veux dire. Alors vous avez raison, c'est pas un secteur glamour. Alors, il se trouve que sur la région lyonnaise, nous avons parce que la région lyonnaise a beaucoup de qualités, beaucoup d'attraits, dont une qui n'est pas forcément très, très connue, c'est que c'est une place forte d'assurance. Parce qu'il y a des mutuelles, il y a donc des groupes de protection sociale, il y a de très gros courtiers grossistes ou directs, il y a une caisse régionale de Groupama. Voilà. Et donc il y a 6 ou 7 000 emplois qui sont dans le secteur de l'assurance. Donc on s'est regroupé en créant un cluster qui s'appelle Assurance Vallée et dont la mission, c'est d'essayer de rendre glamour le métier de l'assurance en montrant qu'en fait, à l'intérieur de l'assurance, il y a des juristes, il y a des actuaires, il y a des informaticiens, il y a des marketeurs, il y a des data scientists, il y a tout. Et puis après, en tant que Apicil, bien sûr, on fait comme toutes les entreprises, on met en avant notre marque employeur. Et ce qu'on met en particulier en avant, c'est la dimension de l'économie sociale et solidaire, qui est quelque chose qui parle notamment aux jeunes. Les dimensions humaines que je vous expliquais, qui est aussi quelque chose qui parle. Et puis après, il faut les intéresser sur des projets. Et là, je pense que les employeurs, on doit changer notre logiciel. C'est-à-dire, je suis aussi représentant de ça. Où, voilà, pour moi, on rentre dans une entreprise, on y reste des dizaines d'années, on progresse. C'est un peu ça mon modèle, mais ce n'est pas la réalité d'aujourd'hui. Donc il faut que nous, les entreprises, on s'adapte au fait que de toute façon, les jeunes vont rester parce qu'ils veulent apprendre, parce qu'ils veulent s'investir dans un projet, mais ça va être sur des durées plus courte, de quelques années probablement, plutôt que toute une carrière. Et est-ce que là, vous avez, alors je ne sais pas s'il est inauguré, vous avez un nouveau siège social à Lyon-Part-Dieu. Il n'est pas encore inauguré. Ça doit être bientôt. Ça fait partie aussi de ça, pour attirer aussi. Absolument, c'est aussi un projet d'entreprise de très longue haleine, puisqu'on va emménager dans une tour
qui est la deuxième plus haute de Lyon, et qui est la dernière surtout qui va être construite compte tenu des orientations actuelles, et avec l'idée de réunir toutes les équipes de Lyon, parce qu'on était sur 2 sites distincts jusqu'à présent, et puis surtout de révolutionner nos façons de travailler, les moderniser, avec du flex office, avec zéro papier, une digitalisation totale. Donc c'est un projet d'entreprise et c'est aussi une modernisation des modes de management de l'entreprise. Voilà. Et il y a quand même un sujet que je voulais un peu plus politique que je voulais évoquer, mais on a eu toute la réforme des retraites pendant quelques mois. Comment est-ce que vous, là, en tant que dirigeant, comment vous avez vécu toute cette période ? Il y aurait énormément de choses à dire. On va dire, mais une fois la réforme votée en l'état, pour nos métiers, ça a finalement assez peu de conséquences. Il y a une conséquence, c'est évidemment comme à chaque réforme des retraites, ceux qui peuvent partir avant que la réforme ne s'applique le font. Voilà, donc on a un volume de ce qu'on appelle les liquidations, c'est-à-dire le traitement des nouveaux retraités qui est plus important que d'habitude, un volume de questions aussi qui est plus important que d'habitude. Mais en gros, c'est tout. Et puis, de l'autre côté, pour le métier de la prévoyance, là, il y avait possiblement le risque qu'avec un recul de l'âge de la retraite, du coup, les prestations doivent être servies pendant plus longtemps. Donc, ça va être le cas, mais ça va être le cas de manière progressive, puisque les personnes qui sont en situation d'invalidité, déjà, elles, leur droit à la retraite n'a pas bougé. Donc, il n'y a pas une aggravation du coût du risque. Elle va venir simplement parce qu'il va y avoir une augmentation progressive de l'âge moyen des salariés, puisqu'il faudra travailler plus longtemps. Mais ce sera progressif et donc peu sensible pour les salariés et pour les entreprises. Voilà. Puis après, sur la méthode, sur le fond, on le voit bien. Je veux dire, les prévisions du corps là, qui viennent de sortir disent que la croissance ne va pas être aussi forte que prévu. Donc, en fait, ça ne va pas être tout à fait suffisant. Mais ça, c'est à chaque fois... Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein, c'est à chaque fois pareil. Donc, il faut s'attendre à des réformes régulière en fait des régimes de retraite. Et puis peut-être dernier point, ce qui était aussi important pour les organismes tels que les nôtres, c'est que les partenaires sociaux qui gèrent la partie retraite complémentaire au sens Agir Carco continuent de la gérer de façon pleinement autonome et indépendamment du régime de base qui lui est géré par les partenaires sociaux mais avec l'État. Alors, autre sujet, mais plus ce côté engagement de l'entreprise. Vous participez à l'initiative Stop au sexisme ordinaire en entreprise, coordonnée avec l'Association française des managers de la diversité. Vous publiez aussi un baromètre sur les Français et l'inclusion. Pourquoi ces thématiques en particulier ? Alors en fait, ce sont des exemples, mais ouais. Toutes les thématiques de discrimination nous intéressent et on travaille... dessus. L'inclusion, ce que je disais un peu tout à l'heure, je veux dire, une entreprise, c'est une collectivité humaine. Cette collectivité humaine, elle doit refléter la société dans laquelle elle baigne. Et si on est tous issus des mêmes écoles, si on a tous la même couleur, la même religion, etc., ça ne produit pas la même chose que quand on est différent. Et qu'on s'engueule un peu, et qu'on se confronte. Donc ça, c'est la partie efficience, on va dire. Donc moi, je fais les choses dans le but de produire un résultat, pas simplement parce que c'est bien. Il se trouve que c'est bien aussi. Et sur les deux exemples que vous citez, le baromètre de l'inclusion, c'est un petit peu pour donner à voir et notamment sur une des conclusions de ce baromètre, c'est que les entreprises sont bien considérées comme alors à la fois un lieu sur lequel la discrimination existe, malheureusement, mais aussi l'endroit légitime pour lutter pour l'inclusion et contre les discriminations. Et sur le sexisme, j'avoue que
malheureusement, je croyais que c'était un sujet passé. Et en fait, quand on fait des enquêtes, y compris au sein d'Apicil, on se rend compte qu'il y a encore une proportion assez importante de femmes qui expriment le fait d'être soumises à des agissements sexistes. Et donc, il faut continuer de travailler là-dessus. Et donc, c'est le sens de cette signature-là. Oui, que ce soit en plus des biais conscients ou inconscients. Tout à fait. Et alors, la question, je pose à tout le monde, que ce soit homme ou femme, mais comment est-ce que vous arrivez à concilier un peu votre vie personnelle et votre vie professionnelle ? En courant le matin. Tous les matins. Presque tous les matins. C'est ça. Voilà. Mais c'est indispensable, mais ça me suffit. Ouais. Ok. Et comment est-ce que vous progressez aussi dans votre travail ? S'il y a des ressources, des choses, voilà. C'est une question difficile, ça. Parce que déjà, ça supposerait que je progresse, effectivement. On reste toujours. Ce dont je ne suis pas certain. En fait, j'observe beaucoup plutôt les erreurs ou les échecs. Plus que c'est plus les échecs qui m'inspirent que les réussites, on va dire. Et donc, je m'efforce soit de ne pas faire les choses qui ne marchent pas telles que je les vois chez d'autres, ou soit, quand je me suis trompé, essayer de faire autrement la prochaine fois. Voilà. Donc, c'est ce que je dis à mes présidents. Je ne fais jamais 2 fois la même erreur. Mais par contre, je vais m'efforcer d'en faire des nouvelles à chaque fois. Bon, écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à toute cette série de questions et on va pouvoir passer à l'interview chrono. Alors, quel métier vous vouliez faire quand vous étiez enfant ? Cosmonaute. Beaucoup de garçons. Vous êtes plutôt LinkedIn, Instagram ou TikTok ? Moi, c'est Strava. Ah, oui. La plus belle ville française en dehors de Lyon ? Ah, là, c'est une question piège. Alors, on va dire Saint-Étienne, qui est ma ville de naissance. Ah. Est-ce que vous êtes retourné en Côte d'Ivoire ? Je ne suis pas retourné en Côte d'Ivoire, mais je veux y emmener ma fille, qui est née là-bas. L'application que vous utilisez le plus ? J'ai dit, c'est Strava. C'est encore Strava. En deuxième, LinkedIn, peut-être. Est-ce que vous pouvez me citer une entrepreneuse ou une dirigeante française que vous appréciez ou qui vous inspire ? Alors, je ne la connais pas, mais Mercedes Serra est quelqu'un qui m'inspire parce que, d'abord, elle est dirigeante depuis très longtemps, je ne sais pas depuis quand. Et elle me semble, encore une fois, je ne la connais pas, mais elle me semble avoir toutes les qualités que je n'ai pas. Donc voilà, ça m'impressionne. Voilà, Mercedes Serra, donc présidente fondatrice de BETC, une agence de publicité, et qu'on a reçue récemment. Elle ne doit pas être ingénieure. Sur le plateau. Non, effectivement. Le dernier livre que vous avez lu ? Alors, le dernier livre que j'ai lu et qui m'a marqué, parce que ce n'est pas le dernier livre que j'ai lu, c'est un livre qui s'appelle Le problème à 3 corps, et qui est un livre de science-fiction d'un auteur chinois qui s'appelle Liu Xixin. Okay. Voilà. Et vos dernières vacances, c'était où ? Les dernières vacances, c'est comme les prochaines, ce sera au bord de la mer, dans le sud de la France. Merci beaucoup, Philippe, d'avoir répondu à ces petites questions. Et merci à vous d'avoir suivi une nouvelle fois cette émission. Et puis, je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain numéro. Merci. Au revoir.